Ravi de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre le programme de TCF, la télévision centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans notre grande édition de ce soir. Au sommaire, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a présidé aujourd'hui les travaux de session des différents organes de gestion des carrières de magistrats et juges. Estelle Karine Mazmoko et Freddy Sebout nous ferons le point dans cette édition. Et puis, c'était hier qu'avait pris fin la formation des membres du réseau des journalistes centrafricains pour le programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement en sigle PNDDR. Plus de détails dans cette édition avec Roseline Ndapayassa et Roland Mandekouzo. Clôture ce matin des activités académiques 2024-2025 du complexe scolaire de la Feuille situé au quartier Bafio dans le 4e arrondissement de Bangui. Divine Kekese et Roch Tchakpa nous en parlerons dans cette édition. Mesdames et messieurs, tout de suite les détails. Sous la présidence du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, les travaux de session des différents organes de gestion de la carrière de magistrats et juges se sont tenus en la salle de conférence de la cité des chefs d'État de la CEMAC à Bangui. Estelle Karine Mazmoko, Freddy Sebout pour les détails. Dans sa double qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature centrafricaine, le chef de l'État a reçu successivement les 3 organes concernés, à savoir l'ordre judiciaire, l'ordre administratif ou bien la commission consultative du Conseil d'État et la conférence des présidents et procureurs généraux de la Cour des comptes. Cette rencontre de grande envergure de chaque année a pour but de veiller sur le fonctionnement de la justice dans le pays et recadrer en même temps le secteur en apportant des réformes selon la vision de la 7e République du chef de l'État. Le ministre de la Justice, Arnaud Djoubaï Abazen, revient ici sur quelques décisions. Depuis la session de la magistrature suprême du pays, le président du chef de l'État, il a toujours martelé le fait de la justice. La colonne vertébrale, sinon le point d'ordre de sa politique publique. Rien ne serait se passer sans la justice. Et c'est ainsi qu'il est toujours présent à toutes les activités judiciaires. Nous avions constaté depuis un certain temps, une fois intégrés, les juges cherchent encore de corruption, ils abandonnent la justice pour faire autre chose en disponibilité. C'est leur droit, bien entendu, parce que la loi ne leur refuse pas. Mais maintenant, on a pensé qu'il faut trouver des solutions. Si vous acceptez rentrer dans le corps des magistrats, vous devez savoir que dorénavant, vous devez passer un minimum de 10 ans dans le carrière du juge avant de solliciter une disponibilité. Disponibilité, au lieu de 2 ans, on met 4 ans renouvelable une seule fois et vous n'aurez que ça qu'une seule fois dans votre carrière. Il a noté que ce conseil a été adopté, promulgué en République centrafricaine le 8 août 2009 et se tient chaque année depuis l'accession à la magistrature suprême de l'État du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Nous quittons Bangui pour Dubaï pour vous signaler que les travaux du sommet de la 7e édition d'initiative des premières dames d'Afrique et d'Asie de la fondation MEREC, auquel la première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, présidente de la fondation Cri de cœur d'une mère, avait pris part en plus fin hier sur une note de satisfaction. Le point à travers ce reportage signé Bertrand Bouba et John Bambaras depuis Dubaï. Les 14 premières dames d'Afrique et d'Asie, parmi lesquelles Mme Brigitte Touadéra, première dame de Centrafrique, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, qui ont participé à ce 7e sommet organisé par la Fondation Merck, ont terminé cette rencontre par des présentations des documentaires réalisés sur les projets qu'elles mettent en œuvre conjointement avec la Fondation Merck afin de souligner l'impact significatif de ce partenariat avec leurs pays respectifs. Notons que pour cette séance, les premières dames ont été assistées de leurs conseillers techniques. La première dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, résume ici un point de succès du partenariat de la Fondation Merck avec sa fondation Cri de cœur d'une mère. Je voudrais encore adresser ma profonde gratitude à la Fondation Merck pour avoir formé un gynécologue oncologue en République centrafricaine
et 4 diabétologues, soit au total 5 boursiers formés. Cela n'est pas suffisant parce qu'à notre retour, nous allons envoyer des besoins en oncologie gynécologique à la Fondation Merck parce que l'unique oncologue qui a été formé, c'est juste pour une seule maternité. Et cela n'est pas suffisant, mais ça a été efficace pour cette maternité. Et je voudrais présenter encore mes profondes gratitudes par rapport à ça. De Dubaï, nous revenons à Bangui pour vous parler de l'ouverture ce vendredi au complexe de 1000 places de la conférence débat sur le rôle de la femme dans la pérennisation des acquis sur le projet de réduction de violences communautaires en sigle CVR à l'intention des leaders communautaires des arrondissements de Bangui. Précisons que la cérémonie d'ouverture a été présidée par la sous-préfète de Bangui Kaga, Brigitte Andara, en présence de partenaires techniques et financiers. Les détails avec Dorland Koyangbo et Angela Gonda. Cette journée permet à cette dernière de faire le rapport sur le projet de réduction de la violence communautaire, en abrégé CVR, à sensibiliser la population sur la violence, le désarmement volontaire, comment réduire la violence et ramener la paix durable dans la communauté à Bangui afin de pérenniser ce projet qui tend vers sa fin. L'officier DDRR à la MINUSCA montre l'importance de la participation des femmes dans ce projet. Dans le mandat que la MINUSCA a reçu, mettre en œuvre le CVR, la notion du genre est prise en compte. Voilà. Et même dans la stratégie nationale du projet CVR, on entend de prendre en compte les femmes à au moins 30% de participation. Et nous avons eu tellement de succès avec les femmes à Bangui et dans les provinces qu'on ne peut pas ne pas les prendre en compte pour la réussite de ce projet. Alors, il y a des associations de femmes qui réalisent des projets. Elles se mettent en mouvement. Je prends l'exemple des femmes de Tuya qui se sont mises ensemble pour sensibiliser leur mari à déposer les armes, et elles ont fait du porte-à-porte, récupérer les armes qu'elles ont déposées pour éviter à leur mari la stigmatisation. Pour la sous-préfète de Bangui Kaga, c'est un projet qui permet aux femmes vulnérables de s'autonomiser et de cultiver la paix dans les communautés. C'est dans le cadre du jour de la fête des mères, la plupart des participants sont des femmes, c'est-à-dire que nous voulons impliquer les femmes dans la réduction des violences communautaires. Comme acquis, nous pouvons dire que cela a permis à réduire le banditisme dans notre pays et aussi à donner des main-d'œuvre à nos jeunes. Auparavant, les jeunes n'ont rien à faire et continuellement ils sont sous les manguiers en train de bavarder. À moindre chose, ils sortent sur la route pour faire du bruit. Et avec ce travail au niveau de CVR, nous avons vu que les jeunes ont trouvé quelque chose à faire. Parce qu'après leur recrutement, ils sont formés et à la fin de leur formation, ils ont des kits qui pourront les aider à avoir des activités à faire. La salle de conférence de l'ICASES a servi de cadre à l'ouverture d'un atelier d'information et de sensibilisation des peuples autochtones et les parties prenantes de Grand Bangui organisé par le projet Maingo. Obed Koyamele, africain à Molo. Ils sont plus d'une vingtaine, tous des peuples autochtones et des parties prenantes à prendre part à cet atelier. L'objectif est de les informer, sensibiliser, d'être disponibles afin de s'impliquer et de s'approprier de ce projet. L'assistant technique de ce projet dégage ici le mobile de cet atelier. Le projet Maingo, je rappelle, c'est un projet de capital humain et autonomisation des filles et des femmes qui couvre une période de 5 ans. Nous sommes à la 3e année, mais qui a 4 composantes essentielles. Et nous sommes là pour la composante qui concerne le volet éducation, volet santé communautaire et volet espace sûr.
Mais l'un des principes, comme on est dans le contexte du capital humain, l'idée, c'est de ne laisser personne de compter. C'est la question d'équitabilité. Et donc, il faut prendre aussi en compte dans ces composantes-là les peuples autochtones. Leurs enfants doivent aller à l'école et recevoir la bourse que nous octroyons. Les femmes et les enfants doivent bénéficier des santé communautaires que nous apportons et que nous devons aussi recevoir les jeunes de peuples autochtones sur les espaces sûrs. Donc, nous sommes là dans cette activité, c'est pour les informer, les sensibiliser, de façon à ce qu'ils seront disponibles, qu'ils s'impliquent et qu'ils s'approprient de ce projet à travers les composantes qui les intéressent. Signalons que ce projet s'inscrit dans le cadre du capital humain et d'autonomisation des femmes et des filles. Et puis les membres du réseau des journalistes centrafricains se sont séparés hier jeudi au stade de 20 000 places après une formation de 2 jours sur le programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Précisons que cette formation vise à présenter aux participants les principes fondamentaux et les carrières d'éligibilité de PNDDRR. Le reportage de Roseline Dapayassa et Roland Mandekouzou. À travers le programme national de DDRR. Vu que PNDDRR cherche derrière cette activité, c'est pour mobiliser le personnel de médias autour du programme DDRR pour maintenant qu'ensemble on puisse publier, on puisse parler de ce programme-là aux différents auditeurs, aux différentes cibles qui suivent les différents médias, les organes de presse africaine. Donc on a réuni ces personnes de médias pour qu'ils puissent leur présenter sur le programme DDRR et aussi leur définir les critères d'éligibilité qui sont vraiment nécessaires pour les combattants de rentrer dans ce programme DDRR. Il faut qu'on vote justement faire les critères d'éligibilité et ensuite les avantages qui sont dans ce DDR-là pour que les gens là, ceux qui ne connaissent pas ou bien ceux qui ne savent pas qu'il y a un programme DDR qui existe là, puissent en profiter, saisir cette occasion pour venir bénéficier de ce programme-là afin qu'ils puissent rentrer dans le programme et tirer profit de ce programme. C'est pourquoi on va rassembler ces journalistes-là pour qu'ils viennent apprendre, connaître le concept et maintenant parler de ça pour convaincre ceux qui sont encore hésitants, les groupes armés qui sont les leaders qui ne veulent pas s'adhérer dans le programme-là, qui puissent convaincre les convaincre afin qu'on puisse les avoir dans le programme pour que la paix revienne en soi. Parler du rapatriement, je disais la dernière fois, hier, je disais qu'il y avait un Malien du groupe armé 3R qui s'est présenté à nous après le désarmement comme étant un étranger malien et il ne veut plus rester en Centrafrique. Et quand le gouvernement avait appris cela, c'était dans la joie que le gouvernement avait demandé l'appui de certains partenaires et dont l'OIM a favorablement accepté avec l'appui de la MINUSCA pour que ce Malien ex-combattant désarmé puisse être rapatrié chez lui. Ça, c'est le premier et seul cas que le gouvernement a fait pour rapatrier un Malien qui s'est présenté volontairement de lui-même. Le grand défi maintenant avec le rapatriement, c'est l'identification de ces combattants qui sont étrangers. C'est ça qui nous pose problème. Mais le gouvernement déjà est à pied d'œuvre pour mettre déjà en place un comité qui travaille déjà cette problématique-là. Parce qu'à vue d'œil, on ne peut pas reconnaître que ça c'est un étranger, ça c'est un software. Il faut maintenant que sur une base bien définie, soit des pièces d'identité, soit des dénonciations, soit des déclarations des leaders de groupes armés pour que nous sachions maintenant que voilà, on a des étrangers dans le groupe armé et procéder maintenant à un désarmement pour qu'ensuite vienne le désarmement, le rapatriement. Parce que le rapatriement ne peut être fait qu'après le désarmement et la démobilisation. Mais vous vous souvenez qu'à Bangui, vers le Omboumou, le gouvernement, déjà avec l'appui du gouvernement ougandais et de certains ONG comme Apiropax, avait fait déjà le rapatriement des combattants ELERA qui sévissaient dans le Congo. C'est ce cas de figure que le gouvernement à chaque fois le fait, mais pour le Malien c'était dans le cadre du DDRR parce qu'au moins il appartient à un groupe signataire, mais dans le cadre de ELERA, ils n'ont pas été signataires, mais comme c'est le désarmement et le rapatriement existe dans le DDRR, c'est dans ce cas que c'est ELERA ont été désarmés et rapatriés chez eux avec l'accord du gouvernement ougandais et avec l'appui de certains partenaires et bailleurs. Félicitations. Vraiment, félicitations. Félicitations.
Autre fait de l'actualité, dans le souci d'améliorer les conditions de vie de la population en soins de santé, le ministère du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, en partenariat avec le ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé un atelier ce vendredi à l'hôtel de Plaza à Bangui, en vue de valider le document normatif pour l'eau, hygiène et assainissement, l'eau, hygiène et assainissement, autant pour moi, dans les formations sanitaires en République centrafricaine. Précision avec Obed Koyamele et Africain Amolo. Cet atelier d'une seule journée s'inscrit dans la logique de la démarche participative des parties prenantes qui vise à valider les documents normatifs enrichis dans le cadre des apports des parties prenantes lors de l'atelier du 12 au 13 juin 2025. Le chef de section WASH UNICEF a, dans son mot de circonstance, réitère son engagement que son institution sera toujours disponible pour prêter main forte à la réalisation de ce projet. Le directeur général de la pharmacie et de l'organisation des soins dégage ici la quintessence de cet atelier. Notre pays, la République centrafricaine, depuis longtemps que nous ne disposons pas d'un document normatif en matière de l'eau, hygiène et assainissement dans nos structures sanitaires. Vous savez que par rapport à l'offre des soins, l'un des critères de la qualité de l'offre des soins, c'est l'adduction d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans nos structures sanitaires. C'est ça qui permet vraiment qu'on puisse offrir des soins de qualité à notre communauté. C'est dans cette logique que les ministères de la Santé, en collaboration avec les ministères de l'Hydraulique, ont identifié des cadres qui se sont penchés pour l'élaboration de ce document avec l'appui de l'UNICEF qui nous a appuyés dans ce processus de l'élaboration. Et maintenant, le draft est déjà élaboré par les cadres et les techniciens. Donc aujourd'hui, c'est le jour où nous devons valider ça avec la participation de tous les représentants des différents ministères, des différentes organisations, pour que nous puissions avoir ce document normatif pour assurer l'eau et l'assainissement dans nos structures sanitaires. Le complexe scolaire Ndelafé, situé dans le quartier Bafio, dans le 4e arrondissement de Bangui, a organisé ce vendredi au sein de la dite structure scolaire une cérémonie de clôture des activités académiques 2024-2025 en présence du corps enseignant et les parents d'élèves. Divin Kekese et Rock Tchapa. En effet, la cérémonie de la fermeture de l'école maternelle Ndelafé est marquée par quelques présentations des enfants de la petite, moyenne et grande section. Le directeur de la dite structure a profité de cette occasion pour rappeler la conscience de certains parents sur la régularisation des frais d'écoulage de leurs enfants. Il en a aussi profité pour exhorter les parents à aider leurs enfants pendant ces moments de vacances. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous-même, vous avez constaté ce que les enfants ont présenté devant vous. Donc, c'est à vous aussi de porter la nouvelle si haut. Donc, c'est ce qu'on va retenir, c'est la beauté de notre culture. Vous-même, vous avez écouté, vous avez senti comment les enfants se sont défoulés, comment les enfants ont parlé. Donc, c'est pour dire qu'avec la qualité d'enseignement, dans notre école complexe scolaire de l'Afrique, les difficultés sont énormes parce que, surtout sur le paiement de leur scolarité, c'est un peu difficile. Ici, nous sommes dans un faubourg, dans un quartier un peu paysan, si bien que quand on demande aux parents, c'est très difficile de payer. Comme nous avons changé la technique cette année, au lieu de payer par mois, nous avons demandé que les parents viennent et on leur donne 3 mois. Donc quand ils vont payer la première tranche, ils vont se reposer 3 mois, deuxième tranche 3 mois et troisième tranche, ils finissent avec la troisième tranche. Donc ce serait gai pour que les enfants aient leur carnet scolaire. Retenons que cette cérémonie de clôture organisée vise non seulement la célébration de la fête de fin d'année de cette école, mais c'est une manière de prouver la valeur et la qualité d'enseignement que reçoivent les enfants de l'école Ndelafé. Et enfin, le ministre de l'Équipement et des Travaux publics, Mathieu Eric Rekosekamot, accompagné
de son staff technique a effectué du 12 au 18 juin de cette année une mission dans la région de l'Équateur en vue de toucher de doigt la dégradation avancée des routes dans les régions de Mambere-Kadei et Sanga-Mbaéré. Alva Bombaré, de retour à Bangui, nous en parle. Le pont et la route, vecteur du développement d'un pays. Cette mission effectuée par le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics, Mathieu Éric Rekose-Kamo, accompagné de son staff dans la région de la Mambere-Kadei, notamment à Berberati, et dans la Sanga-Mbaéré, précisément à Nola. Cette ultime occasion est pour les membres du gouvernement est de constater l'état de la dégradation des routes avancées sur ces tronçons. Arrivé à Berberati le vendredi dernier, la délégation a été accueillie chaleureusement par le gouverneur de la région de l'Équateur, M. Honoré Kinda, avec tous les honneurs. De là, le membre du gouvernement a décliné le mobile de sa visite et ils ont échangé brièvement avant qu'une réunion avec toute l'équipe diligentée de la MINUSCA, des fonctionnaires relevant de la région de la Mambere-Kadei. À un quart d'horloge, la délégation et sa suite se sont dirigés dans une partie de la ville de Berberati pour voir de visu le pont entièrement endommagé par les calamités naturelles, où le membre du gouvernement donne des plus amples explications. J'avais programmé depuis un moment pour avec mon équipe de faire une visite dans la région et depuis le retour du ministre résident, mon collègue de la Santé, il m'a fait part un peu il a attiré mon attention sur l'état de détérioration très avancé de l'infrastructure dans la région. Donc il me devait de faire ce voyage ici pour venir constater des visites avec mes collaborateurs, mes futurs collaborateurs, pour essayer de nous rendre à l'évidence. Ce n'est pas seulement la ville de Berberati. C'est depuis Yaloké que nous avons fait ce constat de l'état de dégradation de notre corridor, le principal corridor déjà, avec un risque d'effondrement d'un pont. Donc, vers le village d'Awili, pas trop loin de Santé. Maintenant, nous avons commencé aussi l'axe sur la route inter qui relie Baouro, Carnot et Carnot Berberati. Nous faisons ce constat. Nous essayons de regarder pour essayer de faire le point. C'est peut-être un autre tour avant tout. Et aussi, l'un des objectifs de ce déplacement, c'est que mon collègue m'avait fait part aussi de sa rencontre avec les autorités locales de la ministère qui envisageaient des solutions transitoires en ce qui concerne la route de Nandogo, notamment la déviation. Et il était demandé de venir rencontrer les autorités de la ministère locale pour pouvoir définir les modalités d'intervention, pour essayer de comprendre leur stratégie et puis pour qu'on puisse travailler ensemble afin de trouver une solution durable. Il ne faut pas le faire dans la précipitation. Il est à noter que cette mission diligentée par le chef département de l'équipement et des travaux publics, Mathieu Éric Rekose-Kamo, se concrétise avec la vision politique du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, qui tient à cœur le secteur des infrastructures routières, sa première priorité pour désengorger la libre circulation des biens et personnes pour le développement économique d'un pays. Et c'est donc la fin de cette grande édition. Mesdames et messieurs, merci à vous tous pour votre aimable attention. Surtout, portez-vous bien et à demain.